Bonjour à vous et bienvenue dans ce second épisode. Dans ma dernière vidéo, j'attaquais Z sur son mystérieux équateur magnétique, source, d'après lui, de tant de perturbations magnétiques. J'affirmais de manière hasardeuse que cet équateur magnétique n'existait pas. Évidemment, Z, c'est de bonne guerre, ne s'est pas privé du petit plaisir de me renvoyer étudier 2 études scientifiques démontrant, au moins pour l'une d'elles, l'existence effective de cet équateur magnétique tel qu'il l'entend. Ici, je ne chercherai pas à invalider ces études. Je n'en ai ni les compétences scientifiques, ni les moyens. Je me contenterai simplement de démontrer à quel point Z s'en contrefout des conclusions de ceux qui ont mené ces études scientifiques pour nous imposer les siennes. C'est plutôt ça que son logiciel devrait faire. Voilà. Sur YouTube, on le voit. Lui, il le verra peut-être. Il l'entendra. Ouais. C'est plutôt ça. Alors en ligne droite, c'est pas vraiment en ligne droite. Herman van Bobrov. Alors Van Bobrov, c'est qui aime bien châtie bien. Je te prends pour un grand physicien quantique du magnétisme. C'est ça, Van Bobrov, c'est pas une erreur. Mais bon, Herman van Leeuwenhoek van Flasheerde, Van Bobrov, Herman Non, de non, mais en Doberman. plus, tu vois, son truc, c'est qu'il passe derrière un logiciel, tu vois. Un logiciel de transformation de voix, comme tu as pu utiliser toi. Et ce qui ne nous permet pas de savoir s'il a une voix masculine ou une voix féminine. Oui, c'est possible, hein. C'est pas. Mais c'est bien sûr. Nous avons d'un côté un modèle qui explique simplement un fait observable. De l'autre, un modèle qui n'est pas capable d'expliquer, même avec sa lumière courbe, le même fait observable. Bah oui, c'est bien beau d'hypothétiser cette lumière courbe, mais selon quelle loi de l'optique la lumière pourrait-elle se comporter ainsi? Au solstice d'été, dans l'hémisphère nord, elle est éclairée comme ça. À l'équinoxe, la Terre est éclairée ainsi. Et au solstice d'hiver, dans l'hémisphère nord, elle est éclairée comme ça. Comment Z peut-il expliquer une atmosphère qui serait capable d'une telle prouesse, sachant que l'air, à température et à pression ambiante, affiche un indice de réfraction de seulement 1,0000272 contre 1,4 minimum pour le verre et sa démonstration. Il montre juste la forme de la Terre sans l'atmosphère. Vous comprenez maintenant qu'avec le temps, l'histoire, c'est que quand on a une déformation, quand on ajoute notre atmosphère, on commence à avoir une déformation. Et au plus on monte, au plus ça fait quelque chose comme si, double atmosphère, n'oubliez pas. La Terre, elle est plate et elle a son double torus. Chaque torus permet d'avoir une atmosphère fixée, si vous voulez. Et on a bien des déformations. Donc on commence à voir quelque chose qui ressemble à un globe en réalité, alors que c'est pas un globe du tout. Sachant en outre que cet indice diminue avec l'altitude et la baisse de pression atmosphérique. Le vide a un indice de réfraction de 1, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réfraction. Sachant de plus que la pression atmosphérique démontre une atmosphère d'égale épaisseur partout sur Terre. Sachant enfin que Z est incapable de nous donner une estimation de la distance de son Soleil, comment voulez-vous qu'il puisse nous donner une explication simple et rationnelle aux prouesses de cette atmosphère magnético-magico-fantasmée? Ceci dit, pour justifier son hypothèse, il nous montre l'explication du mont Canigou visible depuis Marseille sur une Terre sphérique. Oui, paradoxe Z, paradoxe. Cette explication pourrait éventuellement être valable pour le Soleil et encore ce n'est valable que pour un Soleil rasant, sûrement pas pour un Soleil au zénith. Mais remettons un peu les choses à la bonne échelle. Ben oui, on est très loin de ça. Mais étudions plus en détail cette situation, d'autant que le même jour, le Soleil était à son zénith à Punto Fijo avec une élévation de 80 degrés. Donc, plus on s'approche de l'équateur, plus l'élévation du Soleil est importante, ce qui revient à dire que moins la lumière a d'atmosphère à traverser sur la biplate, plus elle est déviée. Chez qui Z a-t-il bien pu suivre ses cours d'optique? Chez Casimir Rowe? Mais alors, pour l'étoile polaire.
Alors là, on sait pas. Ça, c'était aussi pour Herman. L'histoire de recalibrer un magnétomètre, interféromètre, accéléromètre dans un drone. Dans ce cas-là, on est quand même sur le point de rencontre de l'équateur géographique et l'équateur magnétique. Mais lui, il dit que non, ça n'existe pas. Et il n'est pas au courant de ça. Bon, ici, le son, il va pas sortir. Si, il va sortir le son. Mais nous, on l'entendra pas. Mais le son, il sera sur YouTube. Normalement. Ah ouais. Non, il n'y a même pas de son sur YouTube. Bon, je réglerai ça une autre fois. Mais c'est pas la première fois que je la passe. Et ouais, ça, vous connaissez. En tout cas, tourner les détecteurs dans les 3 dimensions. Vous connaissez, vous savez tous très bien qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ce gars est en train de calibrer son drone, mais il ne respecte pas la procédure. Comment voulez-vous que dans ces conditions, il puisse y parvenir? Pour calibrer votre compas, c'est pas compliqué. On appuie sur l'application, on clique ici, hop, compas calibré, cliquez. OK. Et donc là, vous voyez que maintenant, il nous montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on va calibrer notre drone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, et maintenant, de l'autre côté. Hop. Quand c'est calibré, on voit ces petites lumières-là. Là. Poum, poum. Voilà. On est bon. De plus, l'équateur magnétique, le vrai, passe très loin au sud de Quito. Raté encore. Cette carte de l'équateur magnétique, c'était bien à Z de nous la montrer. On va dire ça. Non, pas ça. Non, prof. C'est un kata. Herman le Doberman, encore un chihuahua qui vient... Mais bon, toute son histoire sur le méridien de Quito qui, selon lui, aurait été impossible à mesurer à cause des perturbations magnétiques, serait tombée à l'eau. Alors, vous comprenez, autant mettre ça sous le tapis. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous raconter. Et ça, Fred Havès, il l'a pas fait. Fred Havès, il était même pas au bon endroit. On va dire qu'il a choisi la solution de facilité. Oui, solution super facilité, mais dans ce cadre-là, toi, le Herman, il fait son... Comment faire une expérience sans être intègre? Ouais, et en plus, après, il va mettre des commentaires pour... voilà, tu comprends, t'as tout compris. Le mec, il va encore mettre des commentaires pour dire « Ah oui, mais... » Désolé, Fred Havès, hein, j'ai rien contre toi, mais voilà. Faut faire des choses dans les règles, quoi. Sinon, faut pas venir dire que t'as fait ou que t'as... Non. Voilà, en tout bien, tout honneur, monsieur Havès. Et quand on parle d'appareil, s'il te plaît, Herman van Bobroef, m'en raconte pas avec tous les universités, tu sais, on n'a pas de problème avec les câbles électriques, hein. Les câbles et les poteaux électriques, c'est sous le sol même des fois, hein. Donc non, on parle d'appareils qui ont d'appareils de précision où il y a de la magnétométrie, de l'interférométrie, comme dans ce cas-là, un accéléromètre, un interféromètre, un magnétomètre dans le drone. Les avions, ils ont des problèmes dans cette zone équatoriale. Il y a beaucoup, c'est une zone. Alors, ils essayent clairement, hein, les avions, ils essayent de traverser la zone équatoriale le plus vite possible. Que je mette comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Hein. Si on prend une trajectoire, allez, voilà, je suis en Afrique, le nord de l'Afrique, et je vais vers le sud de l'Afrique. Regardez, on essaye de traverser la zone le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si vous essayez même, on a cherché des gens qui survolaient leur zone, ne peuvent pas la survoler. Les instruments ne fonctionnent pas. Le gyroscope déconne.
les boussoles d'école, les altimètres, tout ce qui est soumis au champ magnétique en réalité. Tout appareillage électronique soumis au champ magnétique a des problèmes dans cette zone très limitée de la zone intertropicale ou la latitude zéro. Cette bande qui va s'élargir en fonction de l'altitude. En très très haute altitude, on va se trouver avec un rayon énorme, avec une largeur énorme, ou un rayon énorme. Buonasera, Sergio. Tout appareillage électronique soumis au champ magnétique a des problèmes dans cette zone très limitée de la zone intertropicale. Z ne mentionne que les universités. Mais je faisais aussi allusion aux aéroports présents dans chacune des villes que j'ai citées, et ce, malgré les terribles perturbations magnétiques qui rendraient impossible la navigation au GPS, qui perturberaient les altimètres, les centrales inertielles, les compas, écran de fumée. Quant à Captain qui m'invite gentiment à poser l'aimant, je lui rappellerai simplement que je l'ai fait, et que cela a démontré que si un simple magnète est plus puissant que l'aimant-terre, il ne peut agir à plus de quelques centimètres, alors que si vous lancez une bille d'acier en l'air, la Terre l'attirera immanquablement vers le sol. Paradoxe que Z s'est empressé de glisser sous le tapis. Prof, Armand Le Doberman, il existe une publication scientifique qui date en décembre 2019. C'est vrai que c'est tardif. Alors, est-ce que t'étais encore là, ou t'étais déjà là, j'en sais rien. Et on se retrouve avec l'observation d'un aimant, observation en temps réel d'un aimant stationnaire. Tu sais, la lentille ferrofluide, un aimant, c'est pas du quantique, hein, toi, l'aimant il tient dans ta main. Hein. Alors je vais te donner la disposition générale. Tu vois la disposition générale? Attends, je vais me mettre un peu sur le côté parce qu'elle est ici. L'illustration ici dans le cadre d'un champ magnétique beaucoup plus complet que le dipôle Faraday. Du magnétisme quantique. Ben vas-y, Hermann von Bobroff, lance-toi. L'équateur magnétique, cher à Z avec moult images choc. Mais qu'a-t-il fait du texte? Il s'est empressé à nouveau de glisser ça sous le tapis, vous comprenez? À ses yeux, une image vaut 1000 mots, surtout si les mots en question lui donnent tort. Alors, voyons ce que disent ces mots. Eh oui, l'article étudie bien le magnétisme à l'échelle des particules. Mais plus qu'un long discours, allons directement à la première phrase de la conclusion. Un second vortex quantique caché dans chaque dipôle magnétique macroscopique. Eh oui, ce vortex que Z aime tant qu'il nous dit que c'est l'explication qui justifie sa biplate, est caché, donc bien moins visible que le champ magnétique de Faraday. Notez aussi que l'article parle bien de décohérence quantique, ce qui signifie qu'une observation à l'échelle quantique, à l'échelle de la particule, ne s'observe plus à l'échelle macroscopique. Et je rappelle quand même que nous vivons dans une échelle macroscopique, pas dans une échelle quantique. Bref, Z vient de faire à nouveau un suicide argumentatif. En 94, en 94, une petite étude, je vais laisser passer, comme ça, et agrandir un peu sur l'écran, comme ça le fait un peu mieux. Et tu vas pouvoir découvrir des petites choses sur cet écran. On se retrouve avec des déclinaisons de lignes de champ à 300 km d'altitude. Alors, on est, on va dire, 17, 18 ouais, un peu plus que, ouais, on va dire 16, sans exagérer, 16. À 300 km, 16 degrés nord et sud, t'as un trou, mec. T'as des lignes de champ qui se dirigent vers le point d'annulation. Ouais, un peu plus haut, 1200 km, bon, c'est ça, 1200 km, on se retrouve avec encore une zone encore beaucoup plus large, tu vois, ici on a passé les 20 degrés, on a passé les moins 20, nord et sud, simplement, nord et sud. Si tu faire l'analogie avec les latitudes géographiques, on se retrouve bien avec un équateur magnétique. L'étude de 94. Ici encore, Z nous montre une belle image et s'empresse de cacher les mots. Alors commençons par l'introduction. Ici, on parle bien d'une sphère de 6372 km de rayon,
pas d'une galette. Il est fait mention de satellites en orbite, difficile à imaginer sur une biplate. Il est également fait mention d'une méthode de calcul qui permet d'éliminer l'erreur à l'équateur. Ne m'en demandez pas plus, c'est bien au-delà de mes compétences mathématiques. Il semble d'ailleurs que ce soit aussi au-delà des compétences de Z de lire ou traduire les textes en anglais, puisqu'il se contente des images comme nous l'avons vu avec le géoïde de Clark et avec l'équateur magnétique quantique. Encore un suicide argumentatif à croire que Z aime ça. On a changé juste le paramètre température. Et en changeant le paramètre température, on se retrouve avec des différences dans la chute des corps. On modifie la chute des corps. C'est une expérience de chute des corps. Dans le cadre de... Mais comment dites Foucault, vous êtes un manipulateur? Vous avez mal au cul. Vous avez mal au cul. Voilà. Regardez ça. Je vais un peu... Alors, on est bien avec, d'un côté à gauche, l'élément il est refroidi à moins 18 degrés. L'élément à droite, c'est le même, hein, mais à 20 degrés de température. Je laisse aller, c'est pas grave. Je laisse aller. Voilà, ici, on est voilà, à température équivalente. À température équivalente. Voilà, à température équivalente. Ou pas équivalente, donc différentes températures. À 20 degrés, il chute plus vite que quand il est refroidi. Ici encore, tout comme avec son magnétisme qui dévierait la lumière, Z écarte péremptoirement l'hypothèse probable, les courants induits de Foucault, pour imposer son délire. Malheureusement pour lui, s'il avait été ne serait-ce qu'un minimum intègre, si vraiment il avait voulu écarter les courants induits de Foucault, il aurait placé son bloc de cuivre au sol et fait chuter l'aimant vers le bloc de cuivre. Maintenant, le monde n'est pas fait que de cuivre et d'aimant. Alors a-t-il tenté son expérience avec autre chose que du cuivre? Un bloc de glace, une pierre, du bois, du verre, du plastique. Ah oui, fais-moi ça avec une pomme refroidie, fais-moi ça. Non, propriété magnétique de la matière. Mettez-vous ça définitivement dans la tête. Ben non. Pourquoi? Parce que cela démontrerait bien que l'expérience qu'il nous montre est bien en rapport avec les courants induits de Foucault. L'aimant produit un courant électrique en se déplaçant le long du bloc de cuivre. C'est ce principe qui permet à une dynamo de produire de l'électricité. Cette production d'électricité consomme de l'énergie cinétique due à la chute de l'aimant, ce qui fait tomber l'aimant moins vite. Pourquoi la température du bloc de cuivre influe-t-elle sur la vitesse de la chute de l'aimant? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Mais peut-être l'aurions-nous su si Z n'avait pas fort opportunément oublié de nous passer aussi la bande-son de cette vidéo. Mais bon, passons. À en croire Z, nous devrions être plus légers en hiver qu'en été. Ce qui finalement se vérifie ne serait-ce que par le poids des vêtements et des plats ingurgités en hiver. Quant à tout ce que Z s'est empressé de ne pas oublier de cacher sous le tapis, citons entre autres. Z n'a jamais démontré que le magnétisme était équivalent à la gravité. Il se contente de brandir une équivalence mathématique entre électrostatique et gravité, tout en affirmant que la gravité n'est qu'une formule mathématique. Or, c'est cette équivalence qui n'est que mathématique. En électrostatique, il y a attraction ou répulsion en fonction de la polarisation. En gravité, il n'y a jamais répulsion. L'eau est diamagnétique, ce qui signifie qu'elle repousse un champ magnétique quelle que soit sa polarisation. Si la gravité n'existait pas comme le prétend Z et que seul le magnétisme faisait œuvre, jamais l'eau ou tout organisme vivant principalement constitué d'eau ne pourrait tomber, au contraire il serait irrémédiablement expulsé de la surface, sans aucun espoir de retour. Comme c'est exactement ce que nous constatons tous au quotidien, nous devons bien admettre que Z a raison, la gravité n'existe pas et la Terre est une biplate magnétique. Sarcasme, sarcasme. D'ailleurs, merci à Z de nous montrer cette expérience,
qui démontre bien que le magnétisme repousse l'eau. Alors ça c'est un petit souvenir, hein. On va l'agrandir un peu. C'est un petit souvenir pour les mecs qui comprennent pas encore. Ouais, ils comprennent pas. Kermit la grenouille et sa petite famille. Ils se demandent, mais tiens, elle est sur ISS là? Bah non, elle est dans un institut hollandais. Il me semble, c'est en Hollande ou en Angleterre. Bah là, la grenouille, elle est en apesanteur. La sauterelle aussi. Hein, la sauterelle aussi. C'est des choses bien vivantes. Qu'on arrive à faire. Il y en a qui vont dire léviter, parce que ça les arrange. Un bouquet de fleurs aussi. Tu vois, un petit bouquet de fleurs. Vous voyez que c'est possible. C'est possible. Et c'est fait par une bande de gamins. Hein. Le tremblement de terre de Valdivia qui n'a jamais été ressenti à New York. La dérive des continents, le volcanisme, toutes sortes de petites choses régulièrement étudiées et parfaitement en adéquation avec le modèle consensuel de la Terre, mais impossible à expliquer sur une biplate dont on ne connaît même pas l'origine du magnétisme. Une hypothétique Terre sans gravité mais magnétique, quand aucun aimant n'est en mesure d'attirer des matériaux aussi exotiques que du verre, du plastique ou une pierre quelconque. Mais au moins Z, tu as raison sur un point, le magnétisme est indébunkable. Ta biplate en revanche... Allez, sans rancune, continue si tu veux à taper sur tes frères 2D, ils le méritent bien, et ça nous fait aussi bien rire. Continue aussi à rêver de ta biplate, après tout tu en as bien le droit, mais arrête de dire que ta démarche est scientifique, elle est tout sauf scientifique. Toutes tes soi-disant preuves montrent que tu ne prends que ce qui peut éventuellement sembler aller dans ton sens pour un aveugle pas trop regardant, et en oubliant rapidement l'intégralité de tout ce qui montre que tu te plantes. Pour rester gentil avec toi, d'autres n'hésiteront pas à dire que tu mens, ce qui dans les faits revient au même, la différence étant affaire d'intention. Bref, comme tu le dis si bien. Je suis platiste. Je suis un platiste. Pourquoi faudrait-il donc que nous soyons surpris si tu te comportes exactement comme un platiste? Allez, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Z va encore tenter de me dénigrer et d'inventer de nouvelles preuves tout aussi vérolées que celles qu'il nous a déjà présentées. Mais vous les followers de Z, vous savez désormais que si vous voulez douter de la sphéricité de la Terre, vous devez aussi ne pas oublier de douter de la sincérité de Z et de tout autre platiste qui prétendrait détenir LA vérité. Ce n'est qu'à ce prix que votre démarche personnelle ne sera pas celle d'un mouton suivant religieusement son berger, dût-il le conduire à l'abattoir. Allez, dans la prochaine vidéo, nous étudierons la façon dont les platistes envisagent... Ah non, il y en a marre de ces théories platistes, on pourrait pas passer à autre chose? Bon, d'accord. La prochaine fois, nous parlerons de littérature populaire.